Je m'appelle Philippe Fleury et cet exposé, je le fais également avec Carole Chalzoul qui n'est pas là. Donc nous sommes enseignants-chercheurs à l'ISARA à Lyon. Donc l'ISARA à Lyon, c'est une école qui sous statut associatif qui forme des ingénieurs en agriculture, alimentation, développement rural et environnement. Notre métier, nous sommes enseignants-chercheurs, donc notre métier c'est de comprendre, de partager, et c'est notre façon d'accompagner le développement de nouvelles activités, la question de la transition écologique de la société. La notion de système alimentaire du milieu que je vais vous présenter, elle est le fruit d'un travail d'un collectif de recherche qui implique l'ISARA, mais aussi d'autres institutions, en particulier des enseignants-chercheurs de Montpellier, de l'UMR Innovation. Donc je vais parler au nom de toutes ces personnes. Cette idée de système alimentaire du milieu, elle est venue d'un constat que nous faisons tous. D'une part, on observe ce qu'on appelle un scaling up de circuits courts, avec une augmentation de la taille de ces circuits courts, l'apparition d'intermédiaires qui font que les circuits courts ne répondent plus à la définition du ministère de l'Agriculture, 0 à 1 intermédiaire. On voit apparaître aussi sur un champ de la commercialisation de proximité avec des relations assez proches entre agriculteurs et consommateurs, des acteurs qui étaient originellement dans des filières de grande dimension, les industries agroalimentaires, les sociétés de restauration collective ou des acteurs de la grande distribution. D'un autre côté, une augmentation, un développement de politiques publiques autour de la question alimentaire, avec en particulier les projets alimentaires territoriaux, mais aussi tout un tas d'interventions des métropoles et des collectivités territoriales, et la référence un petit peu tarte à la crème à une alimentation et une agriculture durable, et qui renvoie tout ça à une évolution des attentes des consommateurs qui s'intéressent non seulement à des valeurs liées à la qualité intrinsèque des produits, mais aussi à des valeurs éthiques. Donc cette diversité d'initiatives, elle se caractérise par en fait une grande diversité des acteurs qui en sont à l'initiative. Les producteurs, les collectivités territoriales, des grossistes, des transformateurs, la distribution, des acteurs extérieurs qui n'avaient jusqu'alors pas ou peu à voir avec l'agriculture et l'alimentation, et également les sociétés de restauration collective que j'ai évoquées. Et tout ça met en place des organisations et des formes d'hybridation entre circuits courts et circuits longs qu'on a du mal à catégoriser, entre circuits courts, entre circuits longs ou entre d'autres formes de catégorisation des systèmes alimentaires comme les circuits de proximité. Donc nous, on a choisi de ne pas rentrer dans une approche typologique de description de catégories à l'infini, mais plutôt de s'intéresser à cet intermédiaire que sont des choses qui ne sont ni des circuits courts, ni des circuits standards, c'est-à-dire au niveau du marché des commodités, avec une échelle de commercialisation à l'échelle internationale et sans différenciation des produits. Donc les circuits alimentaires du milieu, on peut très simplement les définir comme des circuits intermédiaires entre circuits courts et circuits longs, qui annoncent des objectifs de volume, qui portent des enjeux logistiques et qui en même temps porte aussi une volonté de maintenir une relation entre le producteur et le consommateur et un certain nombre d'avantages, qu'ils soient sociaux, environnementaux. En gros, des circuits qui, quelque part, nous vendent ou vendent à leurs acteurs les avantages des circuits courts et les avantages des circuits longs. Donc notre travail d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, c'est bien de s'intéresser au fait, est-ce que cette promesse est tenue, comment elle est tenue, avec quel dispositif. Donc dans ces circuits alimentaires, on voit apparaître des opérateurs de l'économie de marché, qu'on a évoqué tout à l'heure en introduction, qui travaillent seuls ou qui travaillent avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'où l'importance du « et » et du « ou ». Ces systèmes
ne sont pas forcément locaux, ne sont pas forcément non plus territorialisés, ils peuvent fonctionner à des échelles nationales, régionales, pratiquer l'exportation. Ils se réfèrent à différentes valeurs économiques, environnementales et sociales. Et une des questions clés de la session de ce matin, c'est celle qu'on a évoquée, de nouvelles façons de coopérer dans des relations économique. Et quelque chose d'important sur lequel on a essayé de travailler, c'est dans cette promesse, est-ce que les producteurs et les acteurs des différents niveaux passent du statut de fournisseur interchangeable à celui d'acteur stratégique de l'ensemble du système alimentaire. En d'autres termes, est-ce que les relations économiques sont modifiées dans ces systèmes alimentaires du milieu? Donc je vous présente un exemple de système alimentaire du milieu. Celui-ci est est porté à l'origine par des agriculteurs, des éleveurs. C'est le projet Éleveurs de saveurs iséroises. Là, vous voyez une des formes de communication où on montre la relation directe, une certaine relation directe entre le producteur, l'éleveur et la viande qui va être donnée vendu aux consommateurs, puisqu'on parle de Gérald ou de Gérard qui travaille avec Provencia. Donc vous n'achetez pas, comme dans les circuits courts, un beefsteak, mais une viande élevée et produite par Gérard. Ce système alimentaire intermédiaire qui dépasse la notion de circuit court, il est organisé autour d'une association de producteurs qui est née en 2014, suite à des échanges avec des bouchers qu'on voit arriver tout en haut de la figure. Aujourd'hui, cette association travaille avec certaines enseignes de la grande distribution et aussi avec la restauration collective. Et dans l'entre-deux, il y a un certain nombre d'intermédiaires, l'association, les logiques d'abattage, de transport, etc., de découpe, avec, dans ce cas-là, la volonté de maintenir une relation qui n'est plus directe, mais qui est identifiée entre les producteurs et les consommateurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Comment cette initiative s'est développée? Donc, l'association a été fondée en 2014 par 14 éleveurs pour répondre à la demande des bouchers. Donc aujourd'hui, l'association des éleveurs, c'est elle qui élabore les règles et c'est elle qui a la capacité d'élaborer des règles de production, de transformation et de distribution, bien entendu en relation avec les acheteurs. Il y a mise en place d'un cahier des charges, en particulier autour de la question de l'alimentation. Pas d'ensilage, pas d'OGM, pas d'urée. Il y a un accord sur les prix, comme on a vu sur la démarche commerce équitable, un accord sur la qualité, les volumes et les prix entre producteurs et bouchers, et aujourd'hui entre certaines enseignes de la GMS et certains utilisateurs de la restauration collective. Le bonus est d'environ 30% pour les éleveurs par rapport au prix, à un prix standard, 30% qui s'obtient avec des surcoûts liés au fonctionnement de l'association, liés à des pratiques d'alimentation garantissant une certaine communication. Une certaine qualité. Il y a une forte communication pour impliquer les consommateurs et cette association est en plein développement. Le nombre d'éleveurs a été multiplié par 2 en 3 ans. Le nombre de carcasses qui fonctionnent, qui sont traitées dans ce système alimentaire a été multiplié par 3. Si on regarde comment tout ça peut se mettre en place, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles l'éleveur de saveurs iséroises a dû faire face. La question de la logistique et des questions techniques, en particulier des questions de découpe dans les abattoirs, mais aussi des questions d'alimentation des animaux. Pour les éleveurs, c'est pas facile. Les pratiques d'alimentation, d'engraissement ont dû être raisonnées par rapport à une qualité de viande attendue, ce qui était quelque chose de nouveau pour les éleveurs. Il y a la question des partenariats stratégiques avec certaines enseignes de la grande distribution. Est-ce qu'on est sur une logique de partenariat
partenariat stratégique. Certaines enseignes ont accepté cette logique qualité-prix, un engagement par des contrats. D'autres souhaitent rester dans une relation commerciale standard. Sur la question de la fixation des prix, pareil, il y a eu un travail sur les coûts de production, comme on a vu pour équitable, quelque chose de finalement quand même très compliqué pour des agriculteurs à évaluer. Et là, on était sur un cas assez simple de l'élevage. Mais comment on concilie deux logiques, celle des prix évalués par des coûts de production et de transformation, et celle d'une logique de marché avec un prix de référence pour la grande distribution, mais qui est aussi un prix de référence pour les consommateurs. Importance du soutien politique avec des financements publics, mais aussi soutien politique de type politique au sens strict. Et puis la question de la qualification environnementale qui finalement est communiquée aux producteurs, mais va guère au-delà de la réglementation et des bonnes pratiques de la politique agricole commune. Mais faut-il aller au-delà dans une région où l'élevage est extensif et où l'enjeu est le maintien d'une activité d'élevage ? On va maintenant revenir à un aspect plus général, donc les enjeux. Cette question de système alimentaire du milieu, donc on voit plein d'initiatives se développer, poindre, avec souvent une logique liée au territoire, au lieu. Comme là, je vous ai mis deux exemples, Saveurs des Aravis et le pain le forésien, dont le slogan est la Loire me rend meilleur, alors que la Loire ne rend absolument pas meilleur ce pain. C'est les conditions d'un certain nombre de critères objectifs de la qualité des farines et du mode de panification qui fait que ce pain est de bonne qualité. Mais il y a aussi des initiatives qui ne sont pas liées au lieu, mais qui sont liées à des conditions de production et à des relations entre acteurs du système alimentaire. Donc les questionnements que pose cette émergence, ce foisonnement d'initiatives, c'est pour, du côté recherche, comprendre et analyser ces modes d'hybridation entre circuits courts et entre circuits longs, produire une analyse de leur performance en vue de leur optimisation. Mais moi, je porte aussi l'idée que l'analyse des performances, c'est aussi dans la transparence et la qualité des relations entre les différents acteurs du système, du producteur jusqu'au consommateur, qu'elle est importante. Et côté acteur du développement, finalement, ça pose pas mal de questions sur les façons de travailler, puisqu'il n'y a plus un seul modèle, mais une diversité d'initiatives portées par plein d'acteurs. Et les acteurs, plutôt côté agriculteur, se posent la question, faut-il s'engager dans ce type de opération, quelles vont en être les conséquences économiques, et souvent comment composer entre différentes stratégies de mise en marché, parce que ce type d'opération, en tout cas à l'heure actuelle, ne répond que très rarement à une logique de commercialisation de l'ensemble des productions d'un agriculteur, d'un éleveur ou d'un groupement de producteurs. L'invention de ces nouveaux systèmes, elle suppose d'acquérir, de développer des compétences nombreuses. Au niveau individuel, la question des pratiques, la qualité des produits, ce n'est pas forcément des pratiques agroécologiques ou en faveur de l'environnement. Ça peut être aussi des pratiques qui vont dans un certain sens de l'intensification. En particulier, les prairies permanentes peuvent être menacées dans ce genre de système. La question du modèle économique, du prix de vente, la façon, et ça c'est vraiment quelque chose de très fort, dont on combine en tant qu'éleveur, en tant que transformateur, en tant que maillon d'un système alimentaire, différentes stratégies de commercialisation et des compétences en matière d'engagement dans l'action collective. Au niveau collectif, on est dans le développement d'un système alimentaire qui suppose des compétences particulières, dans l'établissement de partenariats et d'accords sur la règle de fixation des prix, sur les acteurs qui sont habilités à fixer les règles, sur les valeurs partagées, sur l'organisation logistique. Et je vais passer. Il y a la question du prix premium ou pas. Faut-il que ces systèmes proposent aux consommateurs des prix plus chers ou pas? C'est aujourd'hui
une question centrale. Et dans les initiatives qu'on a suivies, il y a des acteurs qui proposent des produits de type système alimentaire du milieu avec une logique de partenariat stratégique et qui ne mettent pas une plus-value par rapport aux produits standards pour le consommateur. Donc je conclus. Ce sont des systèmes hybrides qui en fait en inventent de nouveaux. Il ne faut pas idéaliser ni ignorer les difficultés. Ne pas idéaliser, c'est qu'en fait, d'un point de vue organisationnel, ce sont des formes d'organisation intermédiaires entre circuits courts et circuits longs, avec plus d'intermédiaires, des volumes plus importants. Mais ce n'est pas ces formes d'organisation qui vont garantir le fait qu'on passe de relations de marché, de fournisseurs interchangeables à des logiques de partenariat stratégique. Ce sont bien les modes d'organisation, les normes et les règles qui se construisent, qui déterminent ce mode de fonctionnement. La proximité n'a pas de qualité en soi. Il y a une forte demande d'accompagnement, question recherche et conseil, le déploiement, la gouvernance qui est une question centrale, la question de la qualification des produits, la question de l'évaluation des performances, parce que souvent, l'évaluation des performances, elle est faite de façon interne et sans réelle garantie pour le consommateur. On l'a vu pour éleveurs de saveurs iséroises, il n'y a pas de garantie sur l'évaluation des performances. À ceci près qu'ils se sont engagés dans un programme de recherche comme cas d'étude et qu'ils nous ont ouvert la porte et ils nous ont donné plein d'informations qui nous aident à faire ceci. La question des soutiens de l'action publique et la question de repenser l'accompagnement, parce que vu la diversité des initiatives, il n'y a plus de solution clé en main et qu'une des façons de progresser, c'est de partager les initiatives. Je vous remercie.